Tout pour investir. Dose d'économie. Ah, le docteur de notre état de santé économique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler du taux du livret A. Je vous parle de plein de trucs en fait. Oui, je vous avoue que la liste est très longue. Il y a plein d'items. J'ai mis plein de sujets en main. Bon, mais vous verrez, il y a un lien entre chaque. Ah, bien, un peu capillotracté, mais quand même. La liste à la Prévert de Nicolas Dose. On va parler du livret A pour démarrer, dont le taux devrait baisser en février. Le ministre de l'économie et écrivain Éric Lombard indique que la rémunération passera de 3 à 2,5%. Est-ce que c'est une forte baisse? Non, c'est normal. Ça correspond à la dynamique d'inflation baissière, comme la méthode de calcul de la Banque de France reposant en partie sur l'inflation, hors tabac, je le rappelle, c'est logique. L'anomalie, c'est les 3% d'aujourd'hui, avec l'inflation que nous avons. Mais ces 3% sont le résultat d'un engagement politique de Bruno Le Maire, pris il y a un an et demi, presque un an et demi. À l'époque, souvenez-vous, on était à 3, normalement il y avait une forte inflation, on aurait dû monter bien au-delà de 3, proche de 4. Oh là, trop cher pour le système, donc on avait dit on le laisse à 3, mais en échange, je vous promets qu'il reste à 3 pendant 18 mois. Février, c'est la fin de la période de 18 mois. Vous noterez qu'avec 2,5%, si c'est bien confirmé, parce que c'est quand même pas totalement définitif, même si c'est une annonce d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, on restera bien au-dessus de l'inflation attendue en 2025, donc avec un rendement positif, puisqu'on attend une inflation autour de 1,5%. Pas oublier quand même que le livret A, depuis le pic d'inflation de 2022, il a quand même été multiplié par 6 le taux de rémunération du livret A, et on arrive aujourd'hui à 427 milliards d'euros cumulés sur le livret A. On est même au-delà des 580 milliards si on ajoute le LDDS, ça fait des montants importants. Vous nous expliquez, 0,5 points de base, ça fait quoi comme perte pour un épargnant? Franchement, comme le livret A paye mal, le fait de baisser la rémunération, ça coûte pas très cher non plus. Vous avez un livret à 7 000 euros, c'est 35 euros d'intérêt en moins que si on était resté à 3%. Ouais. Vous avez un livret au plafond de 22 950 euros, c'est 114 euros d'intérêt en moins. C'est quand même pas la ruine non plus. Après, il faudra voir, il peut y avoir une deuxième actualisation du taux du livret A au mois d'août, comme toujours. S'il baissait à nouveau, par exemple, en allant à 2,25%, la facture serait un peu plus lourde. Après, n'oublions pas qu'il conserve son atout phare, le livret A, c'est qu'il est exonéré d'impôts, au-delà d'avoir une garantie du capital placé et d'une totale liquidité. Mais cette baisse, c'est pas une bonne nouvelle pour les épargnants, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui payent les intérêts, notamment les banques qui en payent une bonne partie. Une bonne nouvelle pour ceux qui se financent avec l'argent du livret A sous forme de prêts, les offices HLM. Et puis c'est peut-être une bonne nouvelle pour la croissance. Parce que si la rémunération baisse, ça peut être une incitation à épargner peut-être un peu moins, pour peut-être aller consommer un peu plus, ce qui ferait de la croissance. Ce livret A, on en reparle dans quelques minutes avec Christian Fontaine du Revenu pour voir justement ce qu'il faut faire de nos liquidités avec la nouvelle année. Ce mouvement de désépargne des ménages au profit de plus de consommation, vous le décrivez, est-ce qu'on peut l'attendre pour de vrai dans les prochains mois? J'y crois pas en ce moment. On a un taux d'épargne qu'on n'a jamais connu chez nous. On est au-delà de 18,2% du revenu disponible. Alors on n'est pas américains, ils sont à 3% les Américains. Oui. Et puis là, on est à un autre chiffre. France Assurance, hier, nous a annoncé la collecte nette de l'assurance vie au mois de novembre dernier. C'est la plus forte collecte nette mensuelle depuis 15 ans. Objectivement, quand vous voyez l'instabilité politique chronique, le brouillard économique dans lequel on se trouve, le mauvais génie de la fiscalité qui est en train de ressortir de la lampe à l'occasion de cette nouvelle tentative de budget. Vous êtes typiquement dans les moteurs de ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Je doute de l'avenir, je crains des hausses d'impôts. Oh là là, prudence, je mets de l'argent de côté. Équivalence ricardienne qui fait référence à l'économiste anglais de la fin du 18e, début 19e, David Ricardo. Merci, hommage à Jean-Marc Daniel, dont c'est oui, idole. Notamment. Est-ce que vous pensez que ce budget 2025 qu'on attend, qui devrait être accouché au forceps, va se solder essentiellement par des hausses d'impôts? J'en suis convaincu. Alors là, depuis la rencontre avec le PSI hier à Bercy, je suis convaincu qu'on file vers les 6% de déficit public, que de toute façon, il n'y aura que de la hausse d'impôts. Alors ça va être impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, la CDHR, la contribution sur les hauts revenus, numéro 2, en plus de la CEHR, la taxe sur les billets d'avion, la taxe sur les rachats d'actions. Le drame, ce serait qu'on touche aussi au prélèvement forfaitaire unique en le remontant de ces fameux 30%. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? De la baisse de dépenses, mais de dépenses fiscales, qui a globalement le même effet qu'un prélèvement obligatoire pour celui qui est concerné par cette dépense fiscale. Par exemple, si vous taillez une niche fiscale correspondant à je ne sais quoi, celui qui bénéficie de la niche
n'a plus sa niche et donc ça lui coûte de l'argent. Donc c'est un peu comme s'il payait plus. Quoi qu'il arrive, alors hier on a eu la rencontre du PS à Bercy, on sent qu'ils vont tout lâcher pour éviter la censure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en l'absence de majorité, même relative, quand vous êtes dans l'opposition, de toute façon, vous obtenez tout ce que vous voulez au nom de la fameuse justice fiscale. Ah, la justice fiscale. Et donc, ça vous permet d'enterrer à peu près tout ce qui pourrait faire un petit peu mal, tout ce qui est un peu salé, et d'imposer tout ce qui est sucré. Et je crains malheureusement qu'à l'arrivée, on perde complètement les notions de contrôle des finances publiques et de contrôle du déficit pour avoir effectivement beaucoup de créativité fiscale comme nous savons faire au nom de la justice fiscale. Tous diabétiques fiscales. Est-ce qu'on a vraiment un problème de justice fiscale? Pour finir, j'ai envie de vous lancer sur ce débat. Non, je vous dis que c'est un peu melting pot mon truc. Mais justement, je me suis posé la question ce matin avec Laure Closier. C'est pour ça que j'ai regardé les éléments constitutifs de la définition de ce qu'est la justice fiscale ou l'injustice fiscale. Le premier élément, il faudrait qu'il y ait une inégalité de la répartition de la charge fiscale. Bon, quand vous voyez qu'il y a moins de la moitié des ménages fiscaux en France qui payent l'impôt sur le revenu, je ne crois pas qu'il y ait une inégalité de la répartition, ou alors c'est inégal parce que ça repose sur très peu de ménages qui payent vraiment l'impôt sur le revenu. Mais c'est pas dans cet esprit-là qu'on y pense. Vous prenez quelqu'un qui est soumis à la tranche marginale de 45%. Vous ajoutez la CEHR, la contribution sur les hauts revenus héritée de Fillon-Sarkozy. Vous ajoutez les prélèvements sociaux, 59% de prélèvements. Est-ce que vraiment on a une inégalité dans la répartition de la charge fiscale? J'ai un peu de doute. Après, l'évasion et l'optimisation fiscale abusive, deuxième élément constitutif. L'essentiel du moindre taux d'imposition de la partie la plus riche, souvent c'est parce que ce sont des revenus issus du capital et pas du travail, qui n'ont pas la même fiscalité que les revenus du travail. Après, il est logique que quand vous avez des niches fiscales, ce soit les revenus les plus élevés qui profitent au maximum de ces niches fiscales. Ensuite, quand vous êtes un agent économique que vous payez déjà énormément, que le montant que vous versez est déjà colossal, que vous alliez profiter des mécanismes d'optimisation légaux qui vous sont offerts me semble cohérent. On n'est jamais choqué quand il y a une de magazine qui dit comment payer moins d'impôts l'année prochaine, s'adressant aux particuliers. Pourquoi on serait forcément choqué quand c'est comment payer moins d'impôts pour une catégorie un peu supérieure de la population qui réagit exactement de la même manière, mais qui, elle, déjà, verse des montants très importants. Deuxième élément où je ne vois pas d'injustice fiscale. Troisième élément constitutif, le manque de progressivité du système fiscal. 10% des foyers apportent à eux seuls 75% de la recette d'impôt sur le revenu. Tiens, ce serait pas progressif. Pour moi, c'est quelque chose de progressif. Le bémol sur la progressivité, on peut éventuellement poser le débat sur la TVA. Même TVA pour tout le monde, c'est une flat tax, et on sait que proportionnellement, ça pèse plus lourd sur des petits revenus que des hauts revenus. Dernier élément constitutif de l'injustice fiscale, la discrimination dans le traitement fiscal. Alors, quand je vois le niveau record de redistribution monétaire que nous avons après impôts justement et services publics, là, je ne vois pas pourquoi on aurait, nous, ce sujet à poser chez nous dans la mesure où nous avons le record mondial de la redistribution monétaire. La baisse des cotisations sociales profite en priorité aux plus bas revenus. Le Macron post-gilet jaune a profité en priorité aux plus bas revenus. On a commencé à supprimer la taxe d'habitation d'abord pour les moins riches. Alors on peut se poser une question sur les inégalités de patrimoine, qui sont une réalité en France, mais parler d'injustice fiscale en France, je ne trouve pas d'argument pour le défendre. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette grosse dose d'économie. Un peu gros, un peu long. Hein. En podcast, il était long. Sur notre site. Demain, je serai court. Vous êtes précieux Nicolas, c'est l'essentiel. Vous avez des convictions économiques, vous voulez réagir à ce que nous dit Nicolas, vous nous écrivez. Vous pouvez également commenter sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business, où toutes les chroniques de Nicolas sont à retrouver. À demain, cher Nicolas.